Le microscope Campani, donc de 1673, que nous avons ici au Musée des Arts et Métiers, n'est pas le premier microscope. Par contre, il fait partie de la génération des premiers microscopes qui, au cours du XVIIe siècle, ont progressivement été modifiés, perfectionnés pour obtenir les microscopes vraiment optimisés qui permettront la naissance de la microbiologie. Pour ce qui est de la paternité du microscope, le nom qui est souvent retenu, qui est en plus un personnage historique célèbre, c'est Galilée. Et donc en 1609, il aurait inventé le microscope, il l'appelle occhiolino, et ce serait donc un microscope composé avec 2 lentilles qui permettrait de grossir x30. Son microscope est finalement un dérivé de sa lunette astronomique. Même si c'est le nom qui est retenu, sa paternité n'est pas du tout assurée, car il y a un autre personnage avant Galilée, à la fin du XVIe siècle, qui en 1590 aurait peut-être inventé le microscope. Il s'appelle Janssen, c'est un Néerlandais, père de la lunette d'approche terrestre, dont Galilée s'inspire pour faire sa lunette astronomique. Campani, qui était un opticien italien connu pour la construction de lunettes astronomiques et de lunettes terrestres, va faire un microscope composé sur le modèle finalement de celui de Galilée. On va avoir 2 lentilles, une au niveau de l'objectif, une au niveau de l'oculaire. C'est d'ailleurs Campani qui nomme la partie où on regarde oculaire. Et donc, il réalise un tube optique en carton avec donc plusieurs tubes emboîtés les uns dans les autres, ce qui permet en fait d'allonger, de raccourcir pour faire la mise au point. On a 2 lentilles et le microscope est reposé donc sur 3 pieds, de la même manière que l'avait réalisé Galilée. Donc on est vraiment sur les microscopes, on va dire, de première génération, du début en fait de la microscopie, mais qui finalement n'étaient pas très performants, allaient sur un grossissement de x30 à x50 et qui n'ont pas permis réellement de grandes découvertes. Sauf qu'à ce moment-là, on cherche à améliorer le microscope. Ce jeu de 2 lentilles fait qu'on a beaucoup d'aberrations d'un point de vue de la distorsion de l'image ou même des aberrations chromatiques. Celui qui va être vraiment le père de la microbiologie et de la microscopie, c'est Anthony van Leeuwenhoek, qui est donc un Néerlandais, commerçant, marchand d'étoffes. Mais en fait, cet homme utilisait déjà, alors la loupe existe pareil depuis le Moyen-Âge, comme les lunettes, il utilisait des loupes pour regarder en fait les fils et la qualité de ces étoffes. Il va avoir l'idée de couler des sphères de verre et il va emprisonner ces sphères de verre entre 2 plaques de cuivre. Il va avoir une telle technique pour cette lentille unique que son microscope va pouvoir grossir jusqu'à 300 fois. On va trouver tout au long du XVIIIe siècle quasiment plus que des microscopes simples avec une seule lentille. On a des petits microscopes simples qui permettaient en fait les premières observations en microbiologie. En fait, ce sont ni plus ni moins que des loupes très performantes. On va donc pouvoir repasser à la fin du XVIIIe, début XIXe siècle sur des microscopes composés. Quand on améliore vraiment les lentilles, on va arriver sur des microscopes qui vont pouvoir grossir x500 et même jusqu'à ensuite x1000. Et donc là, on augmente encore plus la quantité de connaissances et la découverte du monde microscopique. Quoi qu'il en soit, les microscopes simples que nous voyons, là presque microscopes de poche, vont avoir en tout cas une qualité d'image et surtout un grossissement plus important que le microscope composé de Campani qui date de 1673. Le microscope, à partir du moment où il trouve réellement ses applications en biologie, donc ça ce sera au début du XVIIIe siècle. Donc là on va avoir plus seulement des opticiens ou des savants qui font leur propre microscope, mais on va avoir le début des constructeurs d'instruments qui vont se mettre à les commercialiser. Alors au début on est sur un microscope simple et lorsque les lentilles deviennent de plus en plus performantes sur la seconde moitié du XVIIIe et début XIXe, on retrouve de nouveau des microscopes composés. Et donc, en parallèle, on va se mettre quasiment en fait, à exposer ce type d'instruments scientifiques dans les cabinets de physique. Donc, ces lieux où, au XVIIIe siècle, on venait voir la science en action, c'est-à-dire qu'on venait voir les instruments scientifiques, comprendre comment ils fonctionnaient et comprendre ce que ça pouvait nous apporter. Et donc, c'est le cas, par exemple, de ce microscope, réalisé donc par un constructeur d'instruments qui s'appelle Mani et qui est véritablement un microscope de salon, un microscope de cabinet qui est voué à être montré, à être regardé. On est vraiment sur une alliance entre la technique et l'esthétique. On est sur un microscope composé. Il n'est pas extrêmement performant. Finalement, on est très proche des microscopes de Van Leeuwenhoek, sauf que lui, il a quasiment 60-70 ans de plus, mais on est aussi sur un grossissement x150, x200. Rigolo et curieux dans l'histoire du microscope, c'est que finalement, que ce soit Janssen ou Galilée, ils avaient déjà trouvé la bonne formule, c'est-à-dire qu'un microscope, c'est un jeu de plusieurs lentilles. Finalement, le microscope optique aujourd'hui, quand on l'utilise, c'est un microscope composé de plusieurs lentilles et non d'une seule. Mais finalement, c'est là où l'invention peut des fois être contrée par la technique, c'est-à-dire qu'ils avaient la bonne idée,
mais la technique n'était pas encore suffisamment au point, c'est-à-dire que les lentilles n'étaient pas assez développées pour qu'on puisse avoir en fait des microscopes performants et qui nous offrent en fait une image quasiment réelle, grossie de ce qu'on veut observer.